Le 12 janvier 2010, à 16h45, Haïti est frappé par un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Toute la région de la capitale, Port-au-Prince, est dévastée. Ma maison est tombée sur moi en courant. Je suis tombée. Pardon. Ma maison est en train de tomber sur mon pied. Mon pied écrasé. Tout ça. Le père d'Islande est mort lors du séisme. C'est son frère qui l'a transporté à l'hôpital. Cette jeune étudiante de 19 ans fait preuve d'un incroyable courage. C'est la première fois depuis son amputation qu'Islande se lève et elle sera désormais suivie par les kinésithérapeutes de Handicap International. Ce séisme, le plus violent enregistré dans la région depuis 200 ans, a fait plus de 230 000 morts, 300 000 blessés et laisse plus d'1,5 million de sans-abri. Présente en Haïti depuis les ouragans dévastateurs de 2008 sur un programme de transport d'aide humanitaire, Handicap International intervient immédiatement. Avec la mobilisation des 45 camions du programme, ce sont plusieurs centaines de tonnes d'aide humanitaire qui sont acheminées pour une cinquantaine d'organisations dans les premières semaines suivant la catastrophe. Il s'agit principalement d'eau, de nourriture, de kits de cuisine et de bâches. Cette action logistique est amplifiée dans les semaines suivantes par la livraison d'abris temporaires dans les zones les plus reculées de l'île. En ce mois de janvier, l'urgence est particulièrement du côté des blessés et notamment des personnes amputées. Les équipes santé de Handicap International prennent le relais des chirurgiens dans les hôpitaux en assurant le suivi post-opératoire des personnes blessées afin de limiter au maximum les séquelles invalidantes. Les kinésithérapeutes de l'association doivent faire face à un nombre exceptionnellement important de personnes amputées. Le docteur a lutté de ne pas couper le pied. Il m'a fait 3 opérations avant. Il m'avait dit qu'il m'a amputé le pied, c'était juste pour sauver ma vie. Ce soutien auprès des personnes amputées leur permettra de retrouver la plus grande autonomie possible. Dans le cas d'une amputation d'un membre inférieur, il est nécessaire de se relever assez rapidement et de recommencer à marcher. Mais comme dans le cas de Maryse, c'est aussi une étape douloureuse. En général, quand on les remet debout, le sang qui a l'habitude d'un corps allongé se retrouve subitement verticalisé. Donc souvent, ça tourne. Et deuxièmement, tout le sang qui normalement se retrouve dans la tête descend et il descend dans le moignon, entre autres. Donc ce moignon qui n'est pas cicatrisé prend beaucoup de sang en une fois et ça fait très mal. Parallèlement à leurs interventions dans les structures hospitalières, des équipes mobiles apportent un appui médical au cœur des communautés. Pour les blessés qui n'ont pas pu se rendre dans un hôpital ou ceux dont la blessure nécessite un suivi, c'est la possibilité de bénéficier enfin d'une présence médicale. Alors, pousse ma main, pousse ma main, pousse ma main. Pousse. Où est-ce que ça te fait mal? Dans le genou, là? Ça fait combien de temps que tu n'as pas déplié ton genou? Une semaine? Une semaine que tu es comme ça? Alors, ensemble, on essaye d'allonger ta jambe. L'action de Handicap International repose autant sur le personnel expatrié que sur les équipes haïtiennes. Ces dernières bénéficient, dans l'urgence, de formations accélérées à la prise en charge des personnes présentant des fractures, des amputations ou des paralysies. Trois mois après, à Port-au-Prince, la capitale meurtrie, les opérations de déblaiement et de reconstruction ont lentement commencé. Déjà affectée par une situation socio-économique catastrophique avant le séisme, la population haïtienne, et plus particulièrement les 3 millions d'habitants de Port-au-Prince, devront faire face pendant des années aux conséquences de ce 12 janvier. Pour proposer une aide à toutes les personnes amputées identifiées dans cette première phase d'urgence, Handicap International a ouvert dès le mois de mars un centre d'appareillage géré en partenariat avec l'association Healing Hands for Haiti. C'est dans ce lieu que nous retrouvons Islande lors de sa première visite. Son moignon est désormais bien cicatrisé, elle va donc recevoir une prothèse temporaire. Dans l'atelier, une demi-douzaine de nationalités se côtoient.
C'est Gilberto, professeur d'orthopédie à l'université de Don Bosco au Salvador, qui va réaliser l'emboîture et superviser la fabrication de la prothèse qui sera finalisée dans la matinée. Islande l'essaye pour la première fois. Un moment particulier où se mêlent angoisse, douleur, mais aussi espoir. Si ces prothèses d'urgence sont rapides à fabriquer, l'apprentissage à la marche prendra du temps. Il faut beaucoup de cran pour affronter les douleurs et les déceptions. Ça fait mal où? Qui côté fait mal là? Ça fait mal là devant? C'est normal, c'est le début. Por el momento todo se ve bien y así es que hasta aquí vamos a llegar y después vamos a programar ya las citas para las próximas. Myriam, elle aussi, ne manque ni de volonté ni de patience. Gravement blessée lors du tremblement de terre, Myriam a été transportée par son mari dans un hôpital en République dominicaine. Les chirurgiens sont intervenus rapidement, mais n'ont pas pu sauver sa jambe droite. Amputée au niveau du fémur, elle recommence à marcher depuis quelques jours. Elle vit sous une tente avec sa famille. Son fils de 6 ans lui doit la vie. J'étais à la maison avec mon fils. Ensuite, j'ai entendu le bruit. Ça ne m'a pas donné le temps de courir parce que ça s'est passé trop vite. Donc, en voulant épargner mon fils, donc, le bloc est tombé sur mon pied. Parce que si le bloc lui était tombé sur la tête, il serait mort. Ça, c'est sûr. J'ai des amis qui, aujourd'hui, auraient aimé être là et malheureusement qui ne sont pas là. Donc, le fait d'être amputé, ça ne veut pas dire que la vie soit finie. Au contraire, la vie doit continuer. Donc, je l'accepte. En fait, je m'accepte comme je suis, tout d'abord. L'estime de soi, la dimension humaine accompagnant le geste technique de l'appareillage ou de la rééducation sont aussi la préoccupation quotidienne des équipes de handicap international. S'il y a des séquelles, on essaie de les minimiser. Je pense qu'il faut s'attacher à la personne globalement. Quand le monsieur nous demande 3 fois ou 4 fois s'il faut passer une radio, c'est qu'il n'a pas été secouru et qu'il est encore dans une demande de « rassurez-moi, est-ce que ça va aller ?» Et là, effectivement, il faut commencer à avoir un peu plus d'humanité. C'est pas de la technique, c'est vraiment de la prise en charge. Parler, rassurer, nouer des liens, être au plus près des personnes permet de mieux comprendre chaque situation. Dans la dizaine d'antennes handicap réparties dans le pays, on ne se limite pas aux soins de rééducation des seules victimes du tremblement de terre. Rapidement déployées par l'association, ces antennes permettent, en situation d'urgence, d'assurer l'accès à l'aide humanitaire pour toutes les personnes vulnérables ou handicapées. En intervenant ainsi au contact direct des populations, les équipes de handicap international ont pu mesurer l'ampleur du choc psychologique pour nombre de survivants, et particulièrement pour les blessés. Il était donc indispensable de mettre rapidement en place un projet de soutien psychosocial. Chaque jour sont organisés des groupes de parole, comme ici à l'antenne du Champ de Mars. On y parle de problèmes quotidiens, de peur, d'incertitude, d'avenir. On y est tour à tour indigné, résigné, désorienté. Je qu'on père qui m'a cassé même pas peur encore. Mourir vini là pour mourir je pour mourir parce que samedi noir ça moi yo m'pas qu'on va samedi noir ça. Et me passer en bas m'embader comme il a été prendre. Mais si m'a vivre encore là, je vais dire bon Dieu merci. Même jour fait à nous compter. Moi, je dis, je ne sais pas comment je connais. Est-ce que nous connaissons 11 janvier, 12 janvier, ça t'a arrivé? Nous pas. Neuf mois après le tremblement de terre, Haïti est frappé par une nouvelle catastrophe. En novembre, l'épidémie de choléra, qui a débuté dans les départements du centre du pays, se propage rapidement à l'ensemble du territoire. Les autorités essayent de réagir le plus rapidement possible avec le soutien des organisations internationales. La plateforme logistique de 70 camions gérée par Handicap International est donc mobilisée pour distribuer l'aide destinée au traitement des personnes affectées et à la prévention de la maladie. Au regard des conditions sanitaires dans le pays et du déficit des services de base que sont la distribution en eau potable et le traitement des eaux usées, le pire est à craindre. Les équipes mobiles s'adaptent également à la situation, en associant à leur travail les messages de prévention contre le choléra.
Les visites chez les patients sont suivies autant que possible par des séances collectives de sensibilisation. Cette maladie, disparue de la région pendant plus d'un siècle, est méconnue en Haïti, ce qui génère souvent des informations et des interprétations farfelues. Ces séances permettent donc d'informer la population, mais aussi d'expliquer que si le choléra est une maladie mortelle, elle se soigne assez facilement si elle est traitée rapidement. De plus, des règles d'hygiène simples permettent de se protéger efficacement. Malheureusement, les personnes vulnérables ont souvent un accès encore plus limité aux informations et aux soins. Afin de protéger à la fois les équipes et les bénéficiaires, les équipes mobiles doivent appliquer elles-mêmes ces règles d'hygiène essentielles. Ces précautions sont indispensables afin de pouvoir continuer d'agir en toute sécurité auprès de la population affectée par le séisme du 12 janvier. Initié au mois de mars dans la région de Petit-Goâve, à 60 km de Port-au-Prince, le projet de construction d'abris temporaires suit son cours. Ces abris en bois ont été conçus selon des méthodes traditionnelles locales, mais leurs structures ont été renforcées afin de résister aux catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, mais aussi les tempêtes qui frappent régulièrement l'île. Les différents éléments sont tous préparés à l'atelier, comme ces panneaux fabriqués selon une méthode localement appelée clissade. Déjà, la construction en bois, c'est déjà une construction qui résiste bien au tremblement de terre. En plus, il donne l'opportunité aux gens de s'approprier de leurs abris. Et ça, c'est le point fondamental. Ce n'est pas un abri qu'on fait, qu'on construit, et d'ici un an, il est complètement détruit. C'est un abri que les gens eux-mêmes, ils peuvent l'améliorer en travaillant sur le clissade. Les premières personnes bénéficiant de ces abris ont été identifiées au sein de l'antenne handicap de Petit-Goâve. Une équipe de travailleurs communautaires se charge d'identifier le terrain, de préparer la communauté et d'impliquer la famille et les voisins dans la construction qui peut être réalisée en 3 jours. Handicap International adapte aussi chaque construction selon les besoins de la personne en termes d'accessibilité. C'est le cas ici où une rampe a été ajoutée à la maison qui appartient désormais à Philomène et son conjoint. Ce jeune couple d'Haïtiens a absolument tout perdu lors du séisme. Philomène présente une déformation congénitale de type Piedbot et a été identifiée comme prioritaire par une équipe mobile de Handicap International dans un camp de déplacés. Bien sûr, avoir un toit n'apporte pas du travail et à manger, mais quand on doit repartir de zéro, c'est une première étape essentielle. Aujourd'hui, grâce à cet abri, ils peuvent envisager de reconstruire leur vie. Retour à Port-au-Prince, où l'on retrouve Islande à l'atelier d'appareillage. Elle a reçu sa prothèse définitive depuis plusieurs mois maintenant, mais une nouvelle amélioration est encore nécessaire. C'est le rôle des techniciens orthoprothésistes d'assurer le suivi et la maintenance. Parfois, une petite douleur, une nouvelle zone de frottement apparaît et il faut légèrement modifier la prothèse. Pour les enfants qui grandissent, il faut aussi faire évoluer constamment leur appareillage. L'atelier a beaucoup progressé depuis la phase d'urgence. Maintenant, les techniciens fabriquent des prothèses définitives ainsi que de nombreuses orthèses. Le centre propose aussi l'appareillage des membres supérieurs et peut prendre en charge tout type de handicap récent ou ancien. De plus, il propose plusieurs services parallèles, comme le suivi psychosocial. Pour Islande, le temps des séances de rééducation douloureuses est bien loin. Aujourd'hui, elle est parfaitement à l'aise avec son faux pied, comme ils disent ici. Parfois, Islande retourne là où se situait la maison qu'elle partageait seule avec son père, mort pendant le séisme. Islande ne sait pas où et comment il a disparu, elle n'a jamais vu son corps. Elle n'a donc pas pu lui dire adieu et a encore beaucoup de mal à faire son deuil. Elle vit dans un camp de déplacés, situé dans le même quartier. Elle partage un abri de fortune avec sa cousine, qui travaille et qui a 2 enfants. Après maintes hésitations, et malgré les problèmes financiers, Islande a pu reprendre l'école. Au début, elle avait vraiment peur du regard des autres, mais aujourd'hui elle est bien décidée à réussir. Elle se rend donc tous les jours à pied,
dans son institution qui a repris les cours sous tente. En classe de première, Islande devra passer des examens cette année. Depuis là, et pour ça, dans l'école là. Depuis à l'école, vous devez maintenant tout pour passer. Et pour ça aller. L'année prochaine, Islande passera le bac. Mais comme pour beaucoup d'élèves, elle a encore du mal à envisager l'avenir. Si j'ai l'argent, je prends la faculté. Mais si je n'ai pas l'argent, c'est minime. Quand on demande à Islande ce qui lui manque le plus, elle évoque son pied, bien sûr, mais surtout son père. Si Islande veut retrouver complètement sa place dans la société, elle doit réussir ses examens et décrocher une formation afin de trouver un emploi. Si elle s'est bien battue jusque-là, il lui reste encore un long chemin à parcourir. Nous retrouvons également Myriam avec sa fille et son fils Dario, qu'elle a sauvé in extremis de la catastrophe. Malgré une famille unie, Myriam n'échappe pas aux problèmes auxquels sont confrontés la majorité des Haïtiens. Avant le séisme, son mari tenait une petite boutique, mais celle-ci a été détruite et pillée. Aujourd'hui, il n'a plus de ressources. Le plus gros problème pour Myriam et sa famille maintenant, c'est de pouvoir se reloger. Leur maison est détruite et pour le moment, ils vivent ailleurs, dans une tente. Comme tous les déplacés de la capitale, ils craignent d'être délogés d'un jour à l'autre. De plus,